Alors, moi, à la base, je suis un imageur, donc je vais parler un petit peu technique. Je reprends vite fait les indications de l'échographie pulmonaire. Donc, en première ligne, en premier recours, en urgence ou au cabinet, euh, c'est plutôt au niveau de la consultation inaugurale et du suivi, surtout sur la période critique J7, J10. En réanimation pour le suivi des lésions. Donc, la réalisation de l'échographie pulmonaire. Donc, on peut prendre une sonde abdominale, une sonde cardio, une sonde cardio, une sonde superficielle. La sonde cardio, c'est beaucoup plus simple puisqu'elle passe entre les côtes. Techniquement, ce sera de réalisation plus simple. Donc, on peut faire cette échographie avec n'importe quel échographe, surtout l'échographe le plus simple possible. Alors, souvent, sur les échographes, il y a ce qu'on appelle des réglages ou des presets. Sur les derniers appareils, vous avez des presets poumons qui sont déjà préconfigurés, donc vous pouvez les utiliser. Si par contre, vous savez un peu rentrer dans l'appareil ou voir avec les constructeurs de vos appareils, il y a possibilité de supprimer les filtres d'image qui peuvent altérer votre image brute d'échographie. Parce que pour l'échographie pulmonaire, on a besoin de l'image brute. Donc, pour la position du patient, vous pouvez l'avoir soit assis, soit couché. L'examen doit être forcément bilatéral puisqu'il y a deux poumons. Bien penser à comparer les glissements pleuraux, les différentes images que vous pouvez avoir sur les deux poumons. La sonde, on va la placer verticalement sur un espace intercostal en des points précis. Donc, on va voir après les différents points qu'on peut utiliser. La sonde doit être bien perpendiculaire. Le faisceau ultrasonore doit être bien perpendiculaire à la plèvre pour pouvoir avoir les artefacts de réverbération, parce que ce qui va nous intéresser dans l'échographie pulmonaire, ce sont les artefacts que va générer le faisceau ultrasonore avec soit la présence d'air, c'est-à-dire dans un poumon normal et sec, soit avec la présence d'un mélange d'air et d'eau. Là, à ce moment-là, ça va nous donner des artefacts, et ce sont ces artefacts-là qui vont nous permettre d'interpréter l'image échographique. Donc, pensez aussi à garder votre sonde sur cet espace intercostal pendant au minimum un cycle respiratoire pour pouvoir bien apprécier le glissement pleural. Ensuite, donc, bien évidemment, je reviens sur les règles d'hygiène. Voilà, qu'il faut se protéger parce que vous pouvez vous protéger vous et protéger votre patient. Donc, les différentes zones. Donc, il y a deux écoles différentes. Il y a une école avec trois zones particulières qui sont divisées en deux. Alors, la première zone, c'est la zone antérieure. On place la sonde à peu près au niveau de la ligne médioclaviculaire, à peu près au troisième espace intercostal. C'est la zone 1 supérieure. Donc ensuite, on a la zone inférieure de cette zone 1, ici, là. Donc qui va se situer à peu près au septième espace intercostal, donc sur le bas du poumon. Ensuite, la deuxième zone se situe entre les lignes axillaires. Donc, on a la ligne axillaire inférieure, la ligne axillaire supérieure. Et ensuite, on peut tourner un petit peu son patient pour voir les zones postérieures. Alors, sur les images de scanner que vous avez montré, Lucie, tout à l'heure, la plupart des lésions Covid se situent souvent sur la zone 2 ou la zone 3. Voilà. L'avantage de l'échographie, c'est qu'elle va nous permettre de voir un syndrome interstitiel. Le syndrome interstitiel peut se voir dans plein de pathologies différentes. Dans le Covid, ce qu'on a vu par rapport au scanner, c'est qu'il y a une distribution particulière de ces lésions envers des polis de syndrome interstitiel. Donc, c'est ça qui va nous intéresser. Là, je vais parler d'une image échographique normale. Donc, logiquement, l'image échographique pulmonaire doit être dynamique. Là, je vous montre juste ce que ça donne sur une image statique. Ici, la ligne pleurale. Si ma sonde est bien perpendiculaire à ma plèvre, je vais avoir des artefacts de réverbération. Ici, j'ai mon espace intercostal qui va me servir à déterminer l'espace dans lequel je vais voir les signes pathologiques. Donc, avec ce fameux signe de la chauve-souris, les deux ailes de la chauve-souris, les ailes sont données par le cône d'ombre postérieur qu'il y a derrière les côtes. Voilà. Donc, les lignes A sont immobiles, on doit les voir, et la ligne pleurale est visible. Je
chose qu'on va voir ici. Hop là. Voilà. Donc là, je vais avoir ma première cote, ma deuxième cote, les cônes d'ombre, la ligne pleurale ici qui est mobile. Je vais partir, aller de haut en bas. Mes artefacts de réverbération, les fameuses lignes A, qui sont immobiles. Ces artefacts de réverbération sont typiques d'un poumon qui est plein d'air, qui n'est pas humide. Okay. Donc, ce qu'on va rechercher dans l'échographie pulmonaire, ce qu'on va chercher, c'est le syndrome interstitiel. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur les images de scanner, ce qu'on appelle les images en verre dépoli. Donc, elles ont une traduction en échographie pulmonaire. Donc, en fait, on va voir l'apparition de lignes B. Donc, ces lignes B sont des artefacts en queue de comète qui sont dus justement à la présence d'un mélange R et O qui modifie le trajet ultrasonore et qui donne ces lignes bien droites qui partent de la ligne pleurale, qui traversent tout l'écran, qui effacent les lignes A. Donc, en fait, ces lignes, pour considérer qu'elles sont pathologiques, il faut qu'il y en ait minimum 2 dans un espace intercostal. Donc ici, j'ai bien mon espace. J'ai une cote, hop là, une cote, les cônes d'ombre, une deuxième cote, et là j'en ai plusieurs. Je peux considérer que c'est pathologique. Alors, il a été décrit dans certaines publications qu'on pouvait voir des irrégularités de la ligne pleurale, qui peuvent être des condensations sous-pleurales, et également une atténuation de l'intensité du glissement pleural. Mais ces signes sont inconstants. Voilà. Donc, hop là, pardon, je vous montre juste. Alors, je faisais juste la corrélation, comme je dis, moi je suis un imageur, entre les images de verre dépoli sur un scanner et ce que ça pourrait donner sur une échographie. Là, je vous montrais juste qu'on est sur un espace intercostal, côte, voilà. Les petites lésions verre dépoli. Hop là. Donc là, effectivement, je pars toujours sur mes deux mêmes repères. Une cote ici, une cote là, les cônes d'ombre. Et là, je vois apparaître. Alors, il y a, certes, comme le mouvement est dynamique, je vois apparaître quelques fusées pleurales, mais il y a aussi ce que tout à l'heure, ce dont va vous parler Daniel, ce qu'on appelle les lignes Z, qui ressemblent à des lignes pleurales, mais qui ne sont pas vraiment des lignes pleurales. Il vous fera l'expérience tout à l'heure. Donc ça, il y a au moins 3 fusées pleurales. Ça commence à être un syndrome interstitiel peu étendu. Ensuite, les lésions Covid, elles ont tendance à s'étendre. Donc là, vous voyez que la lésion s'est un peu plus étendue. Elles deviennent bilatérales. Voilà. Donc là, quand elles sont un peu plus étendues, on voit qu'elles sont sur plusieurs espaces intercostaux. À ce moment-là, ce que ça peut donner, c'est ce dont parlait tout à l'heure Lucie, le fameux signe du rideau. Donc, on voit notre ligne pleurale ici. On voit un espace une côte, une deuxième côte, le cône d'ombre. Ici, on a une troisième côte qui doit être par là. On voit notre ligne pleurale qui est un peu épaissie ici. Et on voit des lignes B qui ont l'air fusionnées. Il y en a beaucoup plus que 2 par espace intercostal. Et on a l'impression, hop là, je reviens un petit peu en arrière, hop là. On a l'impression que quand on regarde, ces lignes B, elles ont tendance à passer d'un espace intercostal à un autre. C'est ce qu'on appelle le signe du rideau, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, Lucie. Donc là, c'est un syndrome qui est un Covid qui est un peu plus évolué. Hop là. Donc ça, c'est les images qui ont été décrites dans la littérature, pas de manière constante. Donc ce qu'on appelait les irrégularités de la ligne pleurale. En fait, effectivement, on voit des petites hypodensités ici qui peuvent faire penser à des petites condensations sous-pleurales. Et en face, on voit des lignes B pathologiques. Donc ça, c'est la phase ultime, la dernière phase, la phase de condensation pulmonaire. Donc ici,
je vous ai montré la corrélation entre l'image de scan et l'image d'échographie. Donc, on voit ici que l'échogénicité de mon poumon, comme on a vu, on a perdu l'échogénicité du poumon qu'on avait tout à l'heure. Elle devient équivalente à celle de, ici, la rate, mais c'est pareil pour le foie. Bon, c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle le signe de l'hépatisation pulmonaire. Donc, c'est un signe d'atteinte sévère. Donc ça, c'est d'autres signes. Donc là, ici, je vois un empêchement pleural, une condensation pulmonaire à l'intérieur des petits points blancs qui signent un bronchogamma aérique que je peux voir ici. Hop, une petite ligne que je vois sur le scanner. Donc là, c'est une petite image pour un épanchement pleural que logiquement, qui arrive que dans les formes bien évoluées. C'était surtout pour, en premier recours, logiquement, on ne doit pas tomber sur une image d'épanchement pleural, sinon ça peut faire penser à une autre pathologie plutôt.